Bonsoir à toutes et à tous. Alors ça y est, c'est remis en plein écran. Je suis donc Madame Renaud Turuti, je suis déléguée territoriale à la vie associative et à l'initiative notamment de cette semaine autour des associations. Je clôture le marathon du jour avec une présentation de la formation des bénévoles, puisque nous avons la possibilité d'avoir un fonds de développement. Ça passe au niveau des... C'est bon au niveau de l'écran? Ça passe? Oui, tu n'as pas mis en PowerPoint. Ah bah pourtant, je l'ai en plein écran PowerPoint, donc alors c'est toujours pareil, il ne veut pas. Alors, supprimer, escape. J'ai compris ça. Alors, je vais juste arrêter mon partage et reprendre, parce que je pense qu'en fait, ça dépend, comme j'ai deux écrans, ça dépend comment je le prends. Je vais le prendre en fenêtre partagée. Et du coup, là, c'est bon? Vous l'avez en plein écran? Non, tu l'as en Toujours mode Oui, moi étendu. On l'a en plein écran, mais tu l'as en mode étendu, donc du coup, c'est toujours pas en PowerPoint comme tu le veux. Ouais, non, mais c'est bon. Le tout, c'est que vous l'ayez en plein écran. Après, moi, je m'en débrouille. Oui, Pas de souci. d'accord, on l'a. Donc Donc, tu fais un agrandissement. voilà. Donc, tout va bien. Hop, comme ça? Ça vous va? Super. Oui, C'est quand même bizarre que... Attends, je retente, hein, excusez-moi. Parce qu'il y a quand même un truc qui est bizarre. Donc oui, vous dire qu'il existe une possibilité d'accompagnement de la formation des bénévoles. C'est le Fonds de développement à la vie associative qui sert à soutenir la formation de bénévoles qui sont régulièrement et fortement impliqués dans le projet associatif ou qui souhaitent s'y intéresser de manière plus forte. Je rappelle que parmi les motivations qui conduisent au bénévolat, la troisième qui ressort d'une enquête réalisée par Bénévolte auprès de ses utilisateurs, c'est le fait d'acquérir ou d'exercer une compétence ou un savoir-faire. Ça veut dire que c'est vraiment un levier de déploiement, de développement et de recrutement du bénévolat, de fidélisation tout au moins, pour pouvoir l'accompagner dans sa démarche d'engagement. La finalité de ce fonds, c'est de conforter la qualité de l'action des associations, d'améliorer la compétence des bénévoles, d'augmenter de ce fait le bénévolat de longue durée et d'aider à la prise de responsabilité des bénévoles. J'ajouterais malgré tout que du point de vue du bénévole, c'est aussi une manière pour lui d'acquérir de nouvelles compétences qu'il pourra aussi éventuellement utiliser et exploiter dans le cadre de son parcours personnel, professionnel, dans le cadre d'un CV, dans le cadre d'une montée en compétences sur un diplôme. Donc c'est toujours important d'avoir aussi ces éléments-là en tête pour pouvoir inciter vos bénévoles à se former. Le fonds de développement à la vie associative concerne les bénévoles réguliers qui sont donc adhérents de votre association et qui vont du coup être fortement impliqués dans le projet associatif, puisque l'objectif, si vous investissez dans une formation auprès d'eux, c'est pour qu'ils restent et qu'ils soient déjà engagés. C'est plutôt pour des gens qui exercent des responsabilités ou qui souhaitent en exercer de nouvelles. Quand on parle de responsabilité, ça peut être de l'encadrement d'autres bénévoles, ça peut être des choses de cet ordre-là, et qui souhaitent s'impliquer dans l'exercice de responsabilités. On a la nécessité d'avoir malgré tout une jauge minimale pour pouvoir avoir une dynamique de formation, puisque l'objectif de cette formation, de ce FDVA, c'est de vous permettre à vous, dans votre association, de trouver à minima 12 bénéficiaires qui auraient l'intention de se former autour d'une thématique. Selon la thématique, ça peut être un peu moins.
et le jauge maximal, c'est 25. Mais pour avoir une dynamique de formation, il faut bien qu'on ait quand même un minimum de bénéficiaires. C'est souvent, on le sait, parfois la question qui, est compliquée pour des associations d'avoir 12 bénéficiaires qui puissent se former sur la même thématique et c'est pour ça qu'on vous incite aussi à la mutualisation. Donc n'hésitez pas, ou d'un point de vue géographique selon la thématique, ou d'un point de vue thématique aussi, à pouvoir appeler d'autres associations autour de vous pour leur demander si le besoin de formation que vous avez pourrait être partagé avec eux de manière à pouvoir avoir cette jauge minimum de 10 à 12 bénéficiaires. C'est clair jusque-là? Sandra, si tu peux administrer, parce que je ne vois pas l'écran s'il y a des mains levées, donc n'hésite pas à le dire si tu le vois. La nature des formations qu'il est possible de vous offrir, elle est de deux types. Soit vous avez une formation spécifique qui est tournée vers votre projet associatif, qui est directement en lien avec l'objet de l'association et ses activités en propre, sans se substituer au projet lui-même. Ça peut être, par exemple, de la médiation, de l'accompagnement et de l'écoute active dans le cadre d'une association qui ferait de l'écoute de personnes qui sont en difficulté par rapport à des publics. Ça peut être des personnes qui sont au contact de publics qui font de l'accueil et qu'il faut pouvoir accompagner. Voilà, c'est vraiment des formations spécifiques. On a notamment pu accompagner des associations dans le cadre de l'accompagnement à des personnes qui sont en difficulté, qui sont en mal-être, ou à des personnes qui subissent des violences, ou des personnes qui sont dans la nécessité d'être accompagnées avec de la médiation. Ça peut être une formation spécifique, mais ça peut être d'un tout autre ordre. Hein. Ça peut être une formation spécifique dans un cadre plus technique, avec la nécessité, par exemple, de former vos bénévoles à des outils numériques si votre association fait de l'accompagnement à distance, par exemple, avec du mentorat de jeunes et qui peut se faire à distance. Et il faudrait du coup accompagner vos bénévoles à l'outil informatique, à l'utilisation de ces outils-là, à l'utilisation d'une dynamique pédagogique active par le fait qu'on est en distanciel. Voilà, donc ça peut être des actions spécifiques de ce cadre-là. Ça peut être des actions techniques, des formations techniques. Dans ces cas-là, ce sont des formations qui sont en général liées au fonctionnement ou à la gouvernance d'une association et qui sont transférables d'une association à l'autre. Souvent, on retrouve des thématiques comme la tenue de la comptabilité, la gouvernance associative et créer la dynamique d'une gouvernance associative. Ça peut être des éléments autour de la communication, autour des réseaux sociaux. Voilà, ça peut être des formations de ce niveau-là. Donc, ou spécifiques, en lien directement avec le projet associatif, ou techniques, qui sont, elles, plus largement ouvertes et transférables à d'autres associations. À partir de ce niveau-là, on a deux possibilités offertes. Soit c'est un niveau d'initiation, donc c'est les bases qui seront dans le domaine, ou alors c'est un niveau d'approfondissement avec une actualisation de savoir parce que vous avez déjà acquis certaines compétences au sein du public d'apprenants, ou alors d'élargir une connaissance préalable. Donc, où on a une phase d'initiation, où on a une phase d'approfondissement, et on verra que ça a une incidence sur le nombre de jours potentiellement finançables. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'alors ? Non, pas du tout. Merci. Très bien. Donc, je continue. La durée des formations, une formation peut être déclinée en plusieurs sessions, 2 maximum. C'est-à-dire que vous allez avoir le même programme, mais avec des dates ou des lieux différents ou avec des bénévoles différents. Donc, on vous offre la possibilité, par exemple, vous souhaitez faire vous êtes une tête de réseau
sur le territoire. Vous avez l'intention de mener une action auprès de vos différentes antennes sur le territoire autour de la dynamique associative. Et vous avez des bénévoles qui sont dans le nord et vous avez des bénévoles qui sont dans le sud. Donc, vous allez faire la même formation, mais par contre, vous allez la décliner une pour le nord, une pour le sud. Et ça, c'est ce qu'on appelle une session. Cette déclinaison, bien sûr, doit être justifiée par le nombre de bénévoles que vous avez à former et votre capacité à vous d'avoir suffisamment de bénévoles sur 2 sessions différentes et distinctes. Comme je vous le disais tout à l'heure, la durée des formations, elle est liée au niveau de maîtrise. C'est-à-dire que si vous faites une formation au niveau initiation, vous devrez nous fournir un programme entre une demi-journée minimum et 2 jours maximum. Si c'est un approfondissement, on peut monter jusqu'à 5 jours. Pour rappel, ces formations doivent toujours se dérouler sur l'année budgétaire de financement, puisqu'on engage sur l'année en cours. Exceptionnellement, en fonction de la date de réception de la subvention, on peut accepter de déborder très légèrement sur la N+1. Si vous me dites que vous aurez plus de monde sur une session en janvier de l'année suivante, bien évidemment, mais par contre, il faut nous en informer et nous prévenir de cette possibilité-là. Ce qui fait que vous avez la possibilité, malgré tout, en tant qu'association, alors ça, c'est la jauge qui a été, c'est pas la jauge, c'est le cadre qui a été validé pour 2023, on verra pour 2024. À ce jour, je vous donne les critères qui ont été établis en 2023. Une association ne pouvait proposer que 2 formations par structure qu'elle doit prioriser, la numéro 1, la numéro 2. Et pour rappel, chaque action de formation peut elle-même être redivisée en 2 sessions en fonction du nord ou du sud, par exemple, ou de 2 dates différentes si le nombre de bénévoles est possible. Ce qui fait que nous, on peut financer au maximum 2 formations avec à l'intérieur desquelles 2 sessions. Est-ce que c'est clair, cette notion entre action et session? Parce que c'est souvent mal compris par les bénéficiaires. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est OK. Mais on est bien d'accord, excusez-moi, on est bien d'accord que donc chaque session doit avoir au minimum 12 personnes. Tout à fait. C'est pour D'accord. ça que ça s'adresse quand même à des associations qui ont un réseau de bénévoles assez dense. Très bien, merci. Alors, ne sont pas éligibles, parce que c'est là où des fois on a des demandes, ne sont pas éligibles les formations à caractère individuel, qu'elles aboutissent ou non à la délivrance d'un diplôme ou d'une qualification, comme le BAFA, le BFD ou le PSC1. Notre objectif n'est pas de financer une formation qui a un caractère individuel. Même si c'est l'individu qui se forme, c'est bien au service du projet de l'association et non pas au service de la personne. Même si le BAFA ou le PSC1 peut servir à l'association, mais ce n'est pas éligible puisque ça aboutit à une délivrance à caractère individuel. Ne sont pas éligibles non plus les réunions des instances statutaires, puisque ce n'est pas de la formation en tant que telle, ni les activités qui relèvent du fonctionnement ordinaire de l'association, comme les colloques ou les journées d'information, de réflexion de type séminaire. Les formations qui s'adressent exclusivement ou principalement des bénévoles d'autres associations, sauf si c'est vraiment un projet mutualisé, mais par contre, de vous-même, vous ne pouvez pas me dire je vais faire une formation sur la trésorerie d'une association sans vous avoir déjà vos publics. Ou alors, c'est que c'est autre chose et c'est avec nous qu'il faut en discuter en amont parce qu'on vous a repéré comme ayant
une spécificité particulière et que vous avez après la possibilité d'intégrer plusieurs structures. Mais à la base, lorsque vous proposez une formation, elle s'adresse à vos bénévoles et éventuellement à d'autres dans le cadre d'une mutualisation. Les actions de formation visant à la promotion de l'association en tant que telle ne sont pas non plus éligibles. Les demandes de bourse de formation non plus. Et malheureusement, même si on essaye de le faire évoluer, les associations sportives en tant que telles ne sont pas éligibles, car elles sont éligibles aux d'autres aides de l'ANS, de l'Agence nationale du sport, même si c'est assez restreint aujourd'hui. Mais vu le nombre de demandes de formation qui existent dans le milieu sportif, elles sont plus à caractère individuel. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les associations sportives ne sont toujours pas éligibles. Peuvent être priorisées les demandes mutualisées de soutien, hein, même territoire, même objectif, même besoin. Les demandes d'associations, de petites associations, ce qu'on appelle les petites associations, c'est celles qui ont une jauge de salariés inférieure à 2. Tout ce qui va concerner des formations qui va permettre l'exercice du bénévolat à des personnes qui seraient en situation de fragilité économique ou sociale, de manière à leur permettre de se remettre en dynamique par rapport à de la citoyenneté active. Donc ça va être aussi, si votre public est sur votre public formé, hein, on est bien d'accord. Ce sont des bénévoles qui sont parfois un peu loin de la citoyenneté, mais que ça leur permet de remettre un pied à l'étrier. Eh bien, on est tout à fait favorable à les accompagner. C'est la même chose pour les actions qui vont favoriser l'engagement des jeunes, ou des actions de formation qui vont viser des zones très rurales ou des quartiers en politique de la ville. Et on accepte bien évidemment aussi la possibilité de faire de la formation en distanciel. Néanmoins, dans ce cas-là, il faut justifier de conditions pédagogiques cohérentes avec le projet éducatif. Il faut que ce soit de la pédagogie active. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas? Non, ça va, merci. Très bien. Donc, les modalités financières. Les actions de formation proposées doivent être gratuites puisque on vous finance pour les mettre en place. Donc, l'objectif, c'est qu'elles doivent être gratuites. S'il y a des coûts facturés, c'est vraiment des coûts accessoires qui répondent à des problématiques de repas, de nuitée ou de déplacement. Les organismes de formation reconnus comme tels, donc qui sont agréés, ne seront éligibles au titre du dispositif qu'à la condition du versement d'une faible contrepartie financière par les participants de 10 € maximum hors repas. Donc ça va permettre à des organismes de formation associatifs de répondre à cet appel à projet, mais il ne faut pas qu'ils utilisent cet appel à projet pour ensuite faire aussi de l'argent sur la formation. La participation de l'État, elle est sur une base maximale de 700 € par jour de formation. Donc, ça, c'est le plafond maximum. En commission, selon le nombre de dossiers qui sont arrivés, selon l'enveloppe, on peut des fois descendre ce plafond, mais s'il est descendu pour tout le monde de la même manière. Hein. Ça peut descendre à 600 € ou à 500 €. Et dans ces cas-là, c'est pareil pour toutes les associations. On reviendra après, on voit si c'est toujours possible pour vous de travailler avec ce montant-là, mais la commission essaye quand même de garder la base de 700 € par jour de formation. Donc, pour un niveau de maîtrise qui est de 5 jours maximum, l'aide apportée par l'État peut être de 3 500 €. Bien évidemment, les sources financières complémentaires sont toujours à rechercher, hein, que ce soit auprès d'autres services d'État, auprès de collectivités, de l'association elle-même, puisqu'on n'ira jamais au-delà de 80% du coût total de la formation. Donc, si c'est 3 500, il faut que vous ayez 20% de ces 3 500, enfin 20% supplémentaires de votre budget qui soit attribué par rapport à ça. Sinon, on écrêtera.
Il y a eu une possibilité qui a été ouverte depuis cette année de demande pluriannuelle. Mais pour ces demandes, c'est vraiment un autre schéma d'accord et de principe. Je l'écris parce que c'est quelque chose qui existe. Néanmoins, c'est quelque chose qui doit être négocié avec moi au préalable parce qu'on n'est vraiment plus du tout sur les mêmes principes. On n'est plus sur ce taux journalier, on est sur un forfait différent. On est sur 3 ans avec une approche sur des publics bénévoles nouveaux, réguliers ou élus, et avec un objectif global de formation. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche, et dans ces cas-là, il faut vraiment revenir vers nous. Nous, on a fait un choix cette année, c'est qu'on a conventionné sur de la CPO avec les associations avec lesquelles on travaille déjà depuis 2 ans sur ce qu'on appelle le catalogue de formation collective. L'offre de formation collective, elle est portée par 3 structures qui sont des organismes de formation associatifs, que sont la SDAIM, que sont CEMEA et que sont Open Space. Pourquoi on a fait ce choix-là en commission? Parce qu'on avait eu un certain nombre de demandes de petites associations qui n'avaient pas cette jauge justement suffisante de 12 bénévoles, mais qui auraient aimé faire de la formation. Donc, et notamment sur des formations qui sont plutôt à caractère technique, donc qui sont transférables d'une association à une autre. Donc, avec la commission, on a réfléchi à une solution. Et la solution qui a été trouvée, c'est d'offrir un catalogue de formation collective qu'on déploie de manière la plus large possible et qui permet, par exemple, on a démarré sur 2023 et là on part sur un programme sur 3 ans, qui permet, par exemple, d'avoir une formation compétences numériques de base, et ça c'est porté par Open Space. Donc les associations, dans le cadre du parcours de formation PIX, auront 2 modules pour aider à maîtriser les savoir-faire définis par le cadre de référence des compétences numériques. Donc, vous avez le contact de la personne, sachant que le calendrier 2024 est en cours de finalisation et qu'il vous sera envoyé à partir du moment où on a vos coordonnées aujourd'hui. On va vous intégrer dans une base de données, après vous pourrez en sortir si vous le souhaitez, mais qui vous permettra d'avoir de la formation régulière, notamment sur les formations. Donc ça, c'est la première possibilité de formation. La deuxième, c'est la formation des bénévoles associatifs. Donc là, c'est vraiment, on repart sur des bases, sur le développement de la formation des bénévoles associatifs et dirigeants pour accompagner le développement du fait associatif. On va aborder les aspects financiers, les aspects de ressources humaines, tous les fondements de l'association loi 1901 et la manière de développer le projet associatif de la structure. Donc ça, c'est mis en place par l'organisme de formation CEMEA Martinique, qui par ailleurs est aussi habilité pour délivrer le CFGA, le certificat de formation à la gestion associative. Ce qui fait que si vous-même, vous faites l'ensemble du parcours, plus des heures dans votre association, dans un cadre qui sera prédéterminé avec les CEMEA au préalable, vous pourrez éventuellement prétendre à la délivrance de ce certificat si vous avez suivi l'ensemble du parcours, plus une partie pratique dans votre association accompagnée par les CEMEA. La quatrième possibilité de formation collective, c'est la formation au marketing territorial. C'est la possibilité d'avoir une approche stratégique de votre association en lien avec le territoire. Vous allez aussi avoir des éléments sur le bénévolat, sur l'identification de votre potentiel pour ancrer votre association dans votre territoire, et des éléments sur le marketing territorial et cet ancrage de dynamique de réseau associatif, de professionnalisation éventuelle, de stratégie en lien avec les dynamiques qui sont possibles sur votre territoire pour déployer et développer votre projet associatif. Votre contact, c'est la SDAIM, partenaire aussi de cette semaine des associations, pour pouvoir avancer sur votre thématique. Ce catalogue pourra aussi
être accompagné d'autres formations que l'on a souhaitées collectives, mais qui ne sont pas dans un cadre pluriannuel. Cette année, on a eu des éléments, par exemple, sur sur le montage financier d'un dossier. On devrait avoir des éléments aussi sur un logiciel de gestion comptable et sur aussi l'accompagnement sur la connaissance de l'Europe et de ses fonds. Mais ça, ce ne sont pas des domaines c'est des domaines des domaines de formation qui sont là annuels et non pluriannuels. Est-ce que vous avez des questions sur ce catalogue? On a notamment avec nous un des partenaires de formation, donc n'hésitez pas. Non, toujours pas pour le moment, merci. Excusez-moi, c'est durant toutes les formations que vous avez proposées, c'est durant toute l'année ou bien il y a des moments spécifiques? Non, il y a vraiment un calendrier qui est mis en place. On ne peut pas les faire toute l'année. Donc, D'accord. il y a en général pour l'année 2024, il y aura en général 2 sessions, puisqu'on l'a prévu comme tel. D'accord. Les formations sont prévues soit en distanciel pour certaines, soit en présentiel pour d'autres, soit de manière mixte, selon aussi l'approche pédagogique qu'a souhaité l'organisme de formation. Certaines se passent en journée, certaines se passent en soirée. Donc, vous voyez, on a essayé d'avoir des approches différenciées, que ce soit entre le distanciel ou le présentiel, que ce soit au niveau des temps de formation, pour essayer de répondre aux obligations que vous avez en tant que bénévole. Après, c'est pour ça qu'on vous a laissé les contacts. Le catalogue 2024 ne devrait pas tarder à sortir, mais en attendant, vous pouvez toujours contacter les associations pour connaître leurs dates. D'accord. Je vous remercie. Donc, vous avez dit que ça va sortir bientôt, donc je vais en parler à l'association. Mais oui, il faut en parler avec Merci. l'association. Merci. Donc, donc ça, c'est bien le catalogue collectif. Pour en revenir aux demandes individuelles, si votre association souhaite monter elle-même une formation pour ses bénévoles, il faudra que vous fassiez le dépôt sur la plateforme compteassociation.gouv.fr. Le code chiffré pour retrouver l'appel à vos projets, c'est le 634. Bon, ça, c'est juste pour votre information. Mais par contre, c'est pareil, ce n'est pas toute l'année, c'est pendant une période donnée pour pouvoir accéder à cet appel à projet. Par contre, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à ouvrir votre compte association sur la plateforme dès maintenant, parce que ça permet comme ça d'être sûr de pouvoir déposer rapidement quand l'appel à projet est ouvert. En cas de nécessité, vous avez toujours sur ces plateformes une foire aux questions et puis une petite bouée qu'on voit là-haut. En fait, c'est une bouée de sauvetage pour faire appel à l'assistance en cas de besoin. Et il y a toujours également aussi des requêtes automatisées avec un petit bonhomme qui vous demande si vous avez besoin d'aide. Et des tutoriels. Donc, avec tout ça, normalement, vous devriez pouvoir réussir à vous débrouiller à faire votre inscription. Alors, je vous ai mis ça alors, je vais passer vite là ce soir, mais je vous l'ai mis puisqu'on va vous envoyer les diaporamas. Je vous ai mis quand même les éléments qui sont nécessaires. Vous avez besoin… Alors, vos statuts, ce n'est pas la peine. Vos statuts, la requête, elle se fait automatiquement auprès du registre national des associations. La liste des dirigeants, c'est pareil. Par contre, on aura besoin d'avoir votre rapport d'activité, le dernier en date, celui qui est à jour, d'avoir votre budget prévisionnel annuel qui aura été approuvé lors du dernier CA, vos comptes annuels si éventuellement vous faites appel à un cabinet d'experts comptables, vos bilans financiers et vos RIB. Sur les RIB, faites attention à une chose, c'est qu'il faut vraiment que si vous changez de RIB entre la dépôt du dossier et la commission où on pourrait éventuellement vous soutenir, si vous changez de RIB et que vous ne nous prévenez pas, ben ça va poser problème parce que nous, on va lancer toute la mécanique de paiement et ce sera refusé au niveau de la DRFIP qui est le payeur public pour nous.
Il y a également un tableau de synthèse obligatoire à nous fournir. Et si vous avez d'autres pièces, parce qu'on vous demande notamment le CV des formateurs, les contenus de formation, vous avez une catégorie autre qui vous permet de mettre ces éléments-là et de les intégrer. Après, c'est assez classique, hein, c'est comme un CERFA papier, sauf que là, il est dématérialisé. Et vous avez les dates, les objectifs attendus, la description. Et dans la description, là, on vous demande de préciser si c'est technique ou spécifique. Et votre niveau de maîtrise, c'est pareil, il est demandé au niveau de ce dossier. Les publics bénéficiaires, le territoire, ça c'est pareil, vous avez assez souvent l'habitude de le faire. Les moyens humains, et on vous rappelle que quand on vous demande ces éléments-là, c'est pas pour vous embêter, hein, les histoires de moyens humains, c'est simplement que ça nous permet statistiquement de voir si on touche bien notre cible, qui sont plutôt les associations qui ont moins de 2 salariés. Et ça nous permet aussi d'avoir des éléments statistiques sur les associations, savoir si elles ont des volontaires, des contrats aidés, ou elles sont que avec des bénévoles. Donc, surtout, quand on vous demande de remplir quelque chose, ce n'est pas pour vous ennuyer, ce n'est pas pour alourdir la demande, c'est simplement parce que ce sont des bases de données statistiques qui seront ensuite utilisées par le ministère. Vos indicateurs, hein, c'est toujours pareil, il ne faut pas oublier de les indiquer et d'être cohérent entre vos mini et vos maxi. Et c'est ces éléments-là qui serviront ensuite au compte-rendu financier que vous aurez à faire. Votre demande, vous allez la faire à ce niveau-là et ensuite, elle sera incrémentée automatiquement dans le budget. Elle apparaîtra directement dans le budget que vous aurez demandé. Donc, vous avez toutes les charges directes hein, qui sont bien sûr liées au projet et toutes les charges aussi, alors avec l'histoire toujours de notre règle des 80% à tenir, et toutes les charges indirectes. Je vous rappelle que les charges indirectes, ce sont toutes les charges comme le loyer, comme le salaire de votre salarié si vous en avez un, comme les flux que sont l'eau et l'électricité. Et ces charges indirectes, vous pouvez toujours, avec une clé de répartition, en affecter une petite partie sur chacune de vos projets et ça vous permet du coup de payer le fonctionnement de votre association. C'est comme ça que ça marche. Les charges indirectes, c'est ce que vous allez répartir sur l'ensemble des projets que vous portez pour pouvoir avoir une partie de votre fonctionnement qui est pris en charge. Et les contributions volontaires en nature, elles sont obligatoirement équilibrées. Et attention, une contribution volontaire en nature, vous avez tout un guide qui explique comment ça marche parce qu'il faut aussi que ça ait une réalité comptable. Lorsque votre projet est finalisé, vous pouvez l'envoyer et il passe au stade 5. Petite aussi nouveauté depuis quelques années, c'est le contrat. Quand vous allez attester, vous allez devoir attester également que l'association souscrit bien au contrat d'engagement républicain. Hein, c'est cette croix qui est là. En fait, elle a été décalée avec le diaporama. C'est bien cette coche-là qu'on vous demande à laquelle il faut faire attention. Voilà, je la remets au bon endroit. Et ce contrat d'engagement républicain, c'est une nouveauté qui a été mise en place pour le respect des valeurs de la République. Donc, c'est un décret qui nécessite que votre association s'engage à respecter le contrat, mais aussi vos membres. Hein. Attention, c'est les deux. Donc, ça doit être connu également de vos membres. Ça se fait au travers de ces critères-là, qui sont la liberté de conscience, la liberté des membres, l'égalité et la non-discrimination, la fraternité, la prévention de la haine et de la violence, le respect de la dignité de la personne, le respect des lois, de la légalité et de l'ordre public et le respect des symboles de la République. Vous avez en lien l'annexe qui vous permet du coup de préciser en quoi consiste chaque engagement.
Les pièces que vous aurez à joindre dans ce dossier CERFA, obligatoirement le tableau récapitulatif, parce que très régulièrement, on oublie de nous l'envoyer, et également le nom et le CV des intervenants que vous avez pressentis avec, avec les objectifs de formation que vous avez établis. On ne va pas vous donner de l'argent sans savoir à qui vous allez derrière, avec qui vous allez traiter derrière, puisqu'on s'assure aussi de la connaissance de ces intervenants par rapport à la qualité de leur possible intervention. Et après, ce sont les documents classiques à nous joindre. Pour les associations qui seraient employeurs, on demande à ce qu'il y ait l'attestation de versement à la contribution de la formation professionnelle. On ne va pas sur une association employeur vous aider à subventionner de la formation avec les bénévoles si vous-même, vous n'êtes pas au clair avec la possibilité d'envoyer vos salariés en formation parce que vous n'avez pas payé votre contribution à la formation professionnelle. Donc, très clairement, c'est quelque chose qu'on demande pour vérifier cela. Également, l'attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF, même s'il y a un échelonnement négocié, hein, ce n'est pas la question. L'objectif pour nous, c'est de savoir si les obligations de déclaration ont bien été faites auprès de l'URSSAF. Alors, ça, c'est plus vrai non plus. S'il s'agit d'une première demande de subvention, veuillez nous obligatoirement joindre les statuts et la liste. C'est plus forcément évident puisqu'aujourd'hui, on a c'est incrémenté automatiquement par la plateforme qui va récupérer sur le registre national des associations ces documents-là. Par contre, il faut que vous les ayez mis à jour auprès du greffe des associations. Sinon, on se retrouve avec vos anciens statuts. Ça, c'est le tableau récapitulatif obligatoire. Hein. Ça veut dire qu'on a le droit à 2 formations, on doit les prioriser, on doit nous dire si c'est une première demande ou si c'est un renouvellement, si c'est une formation technique ou spécifique, si c'est du niveau initiation, I, ou de l'approfondissement. Et dans ces cas-là, si c'est de l'initiation, je vous rappelle que c'est entre 1,5 et 2 jours. Si c'est de l'approfondissement, c'est entre 1,5 et 5 jours. Le nombre de sessions, hein, est-ce que sur cette formation-là, je fais qu'une session ou est-ce que je fais 2 sessions? Et si je fais 2 sessions, quel est le lieu? Sainte-Anne, Saint-Pierre. Est-ce que c'est du présentiel ou du distanciel? Une approximation autour des dates de formation qui seront mises en place. La durée par session, donc là, j'ai 2 jours par session. Au total, comme j'avais 2 sessions, ça me fera 4 jours de formation. Là, j'avais 3 jours, donc ça me fera 3 jours également à ce niveau-là. Le nombre de bénévoles par session, là, j'en avais 13. Là, j'en avais 13. Là, j'en ai donc 26 puisque j'avais 2 sessions. Là, j'en avais 10, ça reste à 10. Et du coup, là, mon montant, il est de 700 € par jour, multiplié par 4, puisque j'ai 2 sessions de 2 jours. Et ici, il est multiplié par 3, donc 2100 €, puisque la formation durait 3 jours. Et je fais une demande totale de 4 900 €. Ce document-là, il faut vraiment y être attentif dans sa compréhension pour bien nous le partager. Bien évidemment, une fois que vous aurez reçu de l'argent, il faudra que l'année d'après, vous nous justifiez de l'utilisation de vos crédits. Et la démarche se fera aussi par le biais de la plateforme Le Compte Asso. Les erreurs régulièrement constatées, on a parfois, et ça, il faut que vous le fassiez dès le démarrage, le siège social, le numéro de SIRET ou le RIB qui sont à des adresses différentes. Ces 3 adresses-là, si elles ne sont pas les mêmes au mot près et à la virgule près, eh bien, ça ne passe pas. On peut avoir un rejet. Le CERFA, lorsqu'il est signé par un délégataire, il faut absolument nous joindre le pouvoir du représentant pour qu'il ait la délégation légale de pouvoir signer, demander la subvention. Les rubriques qui sont mal renseignées ou un dossier qui est trop succinct, il ne pourra pas être étudié. L'absence de la pièce
comme le tableau récapitulatif, donc faites-y attention. Et un rappel, c'est que le bilan d'activité et le compte de résultat, ou tout au moins le bilan financier, doivent avoir été approuvés par l'Assemblée générale qui doit se tenir chaque année. Donc, nous joindre le PV d'Assemblée, ça nous aide. Et faites attention aussi à l'équilibre de vos budgets. Donc, on Alors, vous une remercie. question. Oui, Excusez-moi, une petite oui. question. Si dans le budget prévisionnel, on n'avait pas prévu la formation en tant que telle, est-ce que ça pose un problème? Je ne comprends pas la question. Il faut que vous me précisiez Oui, votre… non, parce que oui, dans le budget, enfin le budget prévisionnel, on a un certain nombre d'actions que nous prévoyons et des Oui. dépenses et des recettes. Et il se peut, par exemple, nous, on n'avait pas prévu on avait prévu d'avoir une formation, mais on n'avait pas intégré la possibilité de se faire financer. Donc, on n'a pas prévu Dans le budget prévisionnel on l'a pas prévu dans le budget prévisionnel. de 2024 qui a déjà été Oui, parce voté que en nous, 2023. parce qu'en fait, on est en fait en année scolaire, nous. D'accord. Donc, on est 2023-2024. Et donc, du coup, on vient de terminer notre assemblée générale, de nos assemblées générales pour 2023, 2022-2023. Et on a déjà budgétisé le budget prévisionnel pour 2023-2024. Voilà. D'accord. Dans ces cas-là, il faut nous l'envoyer en nous le précisant. D'accord. En nous Très bien. précisant que c'est le budget prévisionnel qui a été voté, mais voilà, en précisant ce que vous venez de me dire. Très bien, merci. Alors, je rappelle que le calendrier, le lancement de l'appel à projet se fait en général entre la mi et la fin janvier, et plutôt fin janvier d'ailleurs, et avec un délai de calendrier qui sera d'entre 5-6 semaines. Donc, il y a un créneau pour l'appel à projet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que ça a été assez clair au niveau de la Pour moi, c'était présentation? très clair. Ça a été très Oui, clair. ça va. Ça Par va? contre, c'est le contact que je n'ai pas eu le temps de prendre quand vous avez affiché Ah, le dernier slide. alors, vous inquiétez pas, je vais vous remettre mon mail dans le chat, mais de toute façon, D'accord. on va vous envoyer les supports. D'accord, merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser à vos occupations de la soirée. En tous les cas, merci pour votre écoute. On continue demain matin. On a encore un programme qui est ouvert demain matin, plutôt autour des financements, de la diversification des financements, avec l'initiative Martinique Active qui nous fera une présentation sur pourquoi investir et se développer, changer d'échelle pour renforcer son utilité sociale, et qui pourra aussi vous donner des éléments sur des pistes de financement. Une action aussi à 10h de Madame Sébarek au titre d'Exo7, avec une sensibilisation aux fonds européens. Et je conclurai la semaine avec le deuxième volet du FDVA qui s'adresse là au financement global et aux projets innovants. Ce sera à 11h. Voilà, donc n'hésitez pas à faire connaître le programme autour de vous et puis à venir écouter aussi les possibilités peut-être de financement que vous ne connaissez pas encore pour vos associations. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Tant mieux. Monsieur Marie, je sais que vous avez toujours votre problème de